Est-ce que je suis un contre-pouvoir? Ouais, je pense, ouais, parce que je défends des gens qu'on n'écoute pas. C'est des gens, les personnes qui sont issues de l'immigration, c'est des personnes qui ne voteront jamais parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, c'est des personnes qui ne sont pas entendues. Le militantisme, c'est pas un hobby, hein, c'est pas un passe-temps, c'est une vie. C'est une vie qui me fait vibrer, qui me donne envie de me lever le matin, quoi, qui me fait rire, qui me fait pleurer aussi, quoi. Parce que pour apprendre à rire, c'est apprendre à pleurer aussi, quoi, et assumer de pouvoir pleurer de temps en temps, quoi. Et je crois que la politique, pour moi, c'est ça, en fait. Héros pour certains, hors la loi pour d'autres. Mis sous surveillance, arrêté, gardé à vue de nombreuses fois, Cédric Herrou va de procès en procès qu'il gagne le plus souvent. Il n'est pourtant pas hors la loi quand il pratique l'accueil inconditionnel. Son statut d'organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire le lui permet. En France, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur un recours de Cédric Herrou, un agriculteur devenu le symbole de la défense des migrants de la vallée de la Roya, la frontière franco-italienne. Il a consacré le principe de fraternité et censuré des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les sages ont donc récusé l'idée d'un délit de solidarité, une manière indirecte de réaffirmer le devoir de solidarité. Dans ce procès, ce relax, c'est pas la relax de Cédric Herrou, c'est la condamnation de l'État. Comment je me sens après ces 4 années de procédure, ces 11 gardes à vue, ces perquisitions et cette vie un peu folle, je me sens toujours moi, donc tout va bien, quoi. Faire évoluer la loi, c'est pas ce qu'il y a le plus dur, en fait. Et ce qu'il faut arriver à combattre, c'est comment est interprétée la loi. C'est le droit sans position de force, en rapport de force. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est faire changer les textes de loi qu'on a réussi à faire, et c'est surtout savoir comment les textes de loi sont interprétés. Parce que il n'y avait pas besoin de mettre le principe de fraternité dans la Constitution. Il n'y avait pas besoin de changer la loi pour que des militants ou des individus dans un cadre humanitaire ne puissent pas être poursuivis, quoi. Et si on a gagné, c'est parce qu'il y avait un rapport de force. C'est qu'il y a eu la médiatisation, c'est qu'il y a eu tout le bordel qu'on a pu foutre dans la Roya, et que l'État aussi a foutu dans la Roya. Et sans ça, on n'aurait jamais pu aboutir à tout ça, quoi. Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte de loi sort depuis Baladier, hein, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était pour incriminer les personnes qui aidaient ce qu'on appelait les réfugiés, hein, maintenant ce qu'on appelle les juifs, quoi. Et Valls et Sarkozy avaient décidé d'alléger, en fait, d'assouplir ce texte de loi, parce qu'il y avait quand même une historique là-dessus qui était quand même pas très clean. Et ils avaient dit, s'il n'y avait pas de contrepartie directe ou indirecte, on ne pouvait pas incriminer les gens. Pour moi, il n'y avait pas de contrepartie directe ou indirecte. Et la justice avait, enfin surtout le parquet, le ministère public, avait dit la contrepartie de Cédric Herrou, c'est son aspect militant. Il ne fait pas ça dans un cadre humanitaire, mais il fait ça dans un cadre politique. Et ce qui est un peu troublant dans une démocratie, de dire on peut incriminer des personnes qui sont en opposition à un contre-pouvoir, en fait, hein, en opposition face à l'État, face à la justice, face aux directives ministérielles. Et ils ont trouvé, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est cette contrepartie militante. Mais c'est troublant quand même, parce que dans une démocratie, le pouvoir doit respecter le contre-pouvoir. En fait, la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est le respect des minorités, c'est le respect des contre-pouvoirs. Et de décider de dire on peut incriminer des gens parce que c'est un contre-pouvoir. C'est des gens qui sont actifs dans un cadre humanitaire, mais qui défendent un idéal politique. Mais des gens qui défendent un idéal politique quand il y a un problème humanitaire, c'est des gens qui ont envie que leur cadre humanitaire cesse. C'est qu'on a envie de faire changer les choses d'ordre politique pour arrêter l'action humanitaire. C'est qu'on ne peut pas passer notre temps à donner à manger à des gens sous prétexte que l'État discrimine certaines personnes. On ne peut pas continuer à héberger des gens et de cacher des gens surtout parce que l'État a décidé de poursuivre certaines personnes dues à leur origine, dues à leur provenance, dues à leur idée politique. Est-ce que je suis un contre-pouvoir? Ouais, je pense, ouais, parce que je défends des gens qu'on n'écoute pas. C'est des gens... les personnes qui sont issues de l'immigration, c'est des personnes qui ne voteront jamais parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, c'est des personnes qui ne sont pas entendues, et c'est des personnes qu'on met
Ça devient, les étrangers, ça devient un peu l'ennemi public numéro 1. C'est ces gens que personne ne connaît, c'est ces gens que personne ne voit, surtout ce qu'on appelle les migrants, quoi. C'est ces gens qui viennent d'ailleurs, qu'on n'entend pas, qu'on voit pas, qui se mettent dans la clandestinité parce qu'on ne leur donne pas accès aux droits. J'essaye d'incarner ce mouvement-là, ce qu'on appelle un flux, quoi. Et j'essaye de défendre et de porter la voix de ces gens qui partent de chez eux parce que chez eux il y a une nécessité de partir, parce que c'est la guerre pour certaines personnes, parce que c'est la dictature pour d'autres, parce que c'est la guerre économique aussi. C'est des gens qui fuient chez eux parce qu'ils ne peuvent pas vivre dignement. Et on ne peut pas reprocher à des gens de quitter leur pays pour vivre mieux. C'est vraiment ce qui a été délicat, c'est que dans les médias, ou même dans l'aspect politique, c'est qu'il n'y a personne qui les a défendus. Tout ce qui incarne la politique, même celle de gauche, il y a personne, surtout en 2016, il n'y a personne qui défendait ces gens-là. Et les gens qui ont défendu les personnes en migration, ça a été des associatifs, ça a été des hommes, des femmes, ça a été des retraités, ça a été des jeunes, ça a été un peu tout type de personnes et de classes aussi sociales. Et toutes ces personnes-là ont défendu des valeurs basiques, c'est des valeurs qu'on apprend à l'école, c'est des valeurs qu'on apprend de par notre éducation, par nos parents, c'est des valeurs du partage, c'est des valeurs de l'ordre de la morale. Pour certaines personnes, la fraternité, c'est entre Français, c'est entre citoyens français. C'est ce que défend l'extrême droite, c'est de dire oui, on peut être fraternel, mais c'est avec des citoyens français. Et toutes les personnes qui subissent la migration, les personnes qui sont en exil, sont écartées de tout ça, sont écartées des droits fondamentaux, sont écartées de toute reconnaissance en tant qu'individu qu'en tant que singularité. Et ça a été très compliqué même pendant mes procès d'expliquer à des juges, de dire... parce que moi je parlais de gens, je parlais d'individus, je parlais de familles, je parlais de gamins, je parlais d'hommes, de femmes. Et en face de moi, j'avais des juges qui parlaient d'un flux, qui parlaient de migrants, qui parlaient de... Et ça a été difficile en fait d'humaniser ces personnes-là. Je suis pas sûr qu'on ait réussi à le faire d'ailleurs. Mais ce qui est très difficile, c'est ça, c'est d'essayer que ces personnes soient incarnées en tant qu'être vivant, qu'en tant qu'individu, qu'en tant que... Voilà, une question de singularité, quoi. Quand il y a un repli sur l'identité nationale, quand il y a un repli sur soi, c'est que c'est une société qui va mal. C'est une société qui se perd, une société qui se cherche. Sarkozy l'avait lancé à un moment sur l'identité nationale. Et il y a un moment qu'on ne sait plus où est notre identité. C'est une civilisation qui va mal. C'est une civilisation qui est perdue par des choses très basiques. Mais je pense que c'est de l'ordre de la morale aussi. C'est qui on est et on recherche qui on est en recherchant les gens qui ne sont pas. Et les gens qui ne sont pas, c'est les gens qu'on ne connaît pas. Et je pense que le débat politique, c'est acharné sur les personnes qu'on ne connaissait pas pour fédérer autour de la peur. Tu vois, moi je suis paysan et je sais que pour gérer un troupeau de moutons, tu le gères par la peur. Tu le gères avec des border collies qui va stresser le troupeau autour pour que le troupeau se rassemble. Et il est beaucoup plus facile de fédérer autour de la peur que fédérer autour d'une intelligence collective ou de l'amour ou de la compassion ou de la fraternité même. Et je pense que l'ambiance politique s'est servi vraiment de la migration pour fédérer autour d'eux. C'est qu'on est passé d'une politique noble, parce que je pense que la politique c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose qui devrait être sain, quoi, de pouvoir régler des questions sociétales, du vivre mieux ensemble, et aucun politique n'a de solution là-dessus. C'est que les Français, je pense, même l'Europe, les gens sont malheureux parce que on a perdu. On ne sait plus en fait pourquoi on va travailler, pourquoi on vit, pourquoi des projets, pourquoi on se replie sur peut-être une consommation assez basique, on se replie sur des idées, ou peut-être une construction d'idées qui est assez basique. Et le côté de la migration, c'est assez facile de se dire on est contre. En fait, il est beaucoup plus facile d'être contre les choses que pour. Parce que pour, ça implique à se mêler à une dynamique, à quelque chose, quoi. Et de lutter contre l'immigration, ça a été fédérateur pour les personnalités politiques et trouver l'ennemi public qui rassemble, se fédérer autour d'un ennemi commun.
Et parce qu'il n'y a plus d'idéaux. C'est qu'à une époque, la gauche incarnait un idéal de vie. La gauche a su manifester pour des choses. Maintenant, on manifeste contre des choses. Et on surfe sur des vagues créées par la droite, par l'extrême droite, où on va manifester contre des nouveaux décrets, on va manifester contre des nouvelles lois ou contre des nouvelles mesures. Mais on va plus manifester pour quelque chose. On a manifesté pour avoir les jours fériés, on a manifesté pour avoir la sécurité sociale, on a manifesté pour le droit de vote des femmes. On a manifesté pour quelque chose. Et maintenant, on manifeste contre les choses. En fait, la gauche, maintenant, elle surfe sur les vagues de droite. Et la problématique, elle est là, c'est qu'il n'y a plus d'idéal défendu par des personnalités politiques. Et parce que c'est trop difficile. C'est beaucoup plus facile de surfer sur cette vague de droite plutôt que d'incarner un idéal de vie, un idéal politique. Et je pense que c'est aussi pour ça que la gauche n'a jamais défendu l'immigration ou les immigrés. C'est que c'est trop compliqué. Pourquoi ? Parce que les gens ne votent pas, ne voteront jamais parce qu'ils n'ont pas le droit de voter. Parce que c'est des gens, surtout dans les gens qui subissent la migration, c'est des gens qui restent dans la clandestinité, donc on ne voit pas. Et d'avoir de l'empathie pour des gens qui vivent complètement différemment de nous, dans le sens vivre différemment de nous, c'est de vivre dans des tentes Quechua à Paris, c'est de vivre caché, parce que les Français ne savent pas ce que ça veut dire que ne pas avoir accès à ses droits, ne pas pouvoir travailler, être tutoyé par la police, par la gendarmerie. Et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis tant mieux. Et c'est pour ça qu'il y a une scission entre les citoyens et citoyennes françaises et ces gens qui vivent la migration. C'est qu'il n'y a pas de possibilité d'empathie, il n'y a pas d'effet miroir parce qu'on ne se ressemble plus. Et la gauche n'arrive pas à défendre tout ça. N'arrive pas parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, ils n'ont pas les mots et c'est des gens qui sont complètement décalés de ce que vivent certaines personnes, comme nous, on l'a vécu dans la vallée de la Roya, comme l'ont vécu beaucoup d'associations en France. Et les politiques ne sont plus sur le terrain. Les politiques sont dans des ministères, sont dans une recherche de mandats, de postes. Et il y a un décalage, de la politique française, surtout de la gauche, j'ai l'impression, où on est décalé de la populace. Macron avait dit avant d'avoir des droits, on a des devoirs. Et on parle souvent de citoyenneté, d'engagement citoyen ou de réflexion citoyenne. C'est très à la mode, ça. Mais c'est quoi un citoyen ? Il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes n'étaient pas citoyennes. Elles n'avaient pas le droit de vote. Et c'est pas très vieux, quoi. Et là, je vois des gens qui sont là au sein d'Emmaüs Roya, des gens qui sont sans papier, qui sont une espèce de pseudo-clandestinité administrative et qui ont œuvré, en fait, dans la vallée de la Roya après la tempête Alex. Et qui sont tous les samedis qui se retrouvaient avec des chantiers participatifs, avec d'autres gens à reconstruire, à remonter des murs en pierre sèche, à nettoyer la Roya. Je crois que ça, c'est des actions citoyennes. Et ces gens n'ont pas de papier, quoi. Dès que leur voisin a appelé à l'aide, les compagnons de la communauté agricole Emmaüs Roya ont laissé poules, salades et poireaux pour venir remplir des seaux. Ça fait toujours plaisir de donner un coup de main, quoi. Consolider des planches, monter des murs. À Breil-sur-Roya, comme dans toute la vallée, il faut reconstruire. Et pour certains compagnons, faire face à des souvenirs. Alors qu'il y a des gens qui sont là, dans leur canapé, à regarder BFM TV, CNews, etc., et qui ont le droit de vote. Parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir des avis sur tout non plus. Et construire son avis sur juste un flux médiatique, sur Twitter ou sur Facebook, sans vivre les choses, est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut appeler ça de la citoyenneté ? Et je pense que des personnes qui ont une action citoyenne, c'est des gens qui vivent des problématiques. Comme là, les compagnons d'Emmaüs Roya, qui ont vu une problématique d'une tempête due à un réchauffement climatique, due à une crise climatique. On s'est pris une vague dans la gueule qui a tout détruit. Les compagnons, on leur a demandé, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de téléphonie, il n'y a plus de route, les véhicules sont bloqués. Est-ce que vous voulez partir ? Parce que déjà, c'est des personnes qui sont en grande précarité. Et en plus de les faire vivre dans un endroit où tout est cassé, c'est compliqué, quoi. Et on leur a posé la question, est-ce que vous voulez rester ou partir ? Et ces personnes-là ont décidé de rester parce qu'ils ont dit, on ne va pas partir maintenant. C'est absurde, Cédric, ce que tu dis.
on va pas partir maintenant, il y a tout qui est cassé, ce serait une forme de lâcheté de pouvoir de partir. Et je crois que ça a été aussi une leçon apportée à beaucoup de gens. Ces gens qui sont complètement dans la précarité, qui se mobilisent pour œuvrer ensemble à la reconstruction de quelque chose. Et de faire part en fait à l'action citoyenne, à un devoir civique. Et c'est pour ça que c'est compliqué, quoi. C'est que qu'on entend dans les médias de dire c'est des gens qui sont pas intégrés, c'est des gens qui sont dans la clandestinité, c'est des gens qui travaillent au noir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix de travailler au noir. Hein. Et ces gens-là, ces gens exclus, ont œuvré ensemble. Et ici, dans Emmaüs Roya, on n'a pas que des personnes sans papier, on a des personnes sans papier. Mais il y a des Français qui sont exclus, hein, autant que des immigrés. Et il y a un Espagnol, il y a un Roumain, avec des histoires de vie complètement diverses. Et ces gens se retrouvent et vivent ensemble parce qu'il y a une problématique commune, c'est l'exclusion. Et c'est pour ça que je pense que l'immigration et la gestion politique de l'immigration, ça reflète notre société sur l'exclusion en général. Et au lieu de parler de l'exclusion en général, on va parler de l'immigration, de ces immigrés qui vont voler le travail des Français, etc. Il y a plein de gens qui sont là, qui n'ont pas l'accès au travail, qui n'ont pas l'accès à l'hébergement, qui n'ont pas l'accès à leurs droits, parce qu'ils n'y ont même aux soins. Et c'est pour ça que défendre les personnes en migration ou les personnes immigrées sans papier, c'est défendre aussi un statut social des personnes précarisées. Parce que nous, Emmaüs, on a un accueil inconditionnel et on choisit pas les gens. C'est les gens qui nous choisissent, c'est ces gens qui viennent là. Et on prend qui tape en premier à la porte. Tant qu'on a des places, on prend. Et on le voit bien. Et j'ai l'impression que les politiques se servent l'exclusion. En fait, l'exclusion est incarnée par la migration, en fait. Et au lieu de parler des vrais problèmes, de l'intégration des personnes, qu'elles soient françaises ou pas, et on rebalance ça sur l'immigration et on ne parle pas des choses qui sont pertinentes, percutantes et qui ont du sens. Parce que parler d'intégration, c'est de parler de toutes les personnes qui sont exclues par notre société. Alors ce qu'on fait maintenant, on plante des patates et des tomates. En fait, on vit, quoi. Et souvent, j'entends dire beaucoup de gens engagés dans des associations. Mais Cédric, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses changent ou dans l'espoir de gagner, en fait, de gagner une bataille. Je pense pas que la bataille, on la gagne. Tu sais, la paysannerie, moi je suis paysan, on se bat tous les jours contre les mauvaises herbes dans les carottes, on se bat tous les jours contre la pluie, contre le soleil. Ce n'est pas qu'on se bat contre, en fait, on fait avec. Essayer de vivre avec les problématiques pour essayer d'adoucir les problématiques et d'arrondir un peu les crêtes, quoi. Tu vois, c'est de vivre avec tout ça, quoi. Et gagner, on gagnera jamais. Ça, c'est une évidence. Il faut pas lutter pour vouloir gagner. En fait, il faut juste lutter pour vivre heureux, quoi. Et vivre heureux ensemble. Parce que moi, je peux pas vivre heureux tout seul. Vivre heureux seul, ça n'existe pas. C'est que la liberté se partage. En fait, si la liberté existe, c'est qu'elle se partage. C'est pour ça que notre devise, elle est pas si con que ça, quoi. Liberté, égalité, fraternité. C'est que ces trois petits mots là qui sont érigés, qui sont inscrites sur tous les frontons des tribunaux et des mairies, c'est une devise qui a du sens. C'est que la liberté et l'égalité ne se jouent pas sans fraternité, parce que c'est quelque chose qui se partage. Et on peut pas être libre si on n'est pas égaux. C'est pas possible. We come from Ventimiglia to here by the train rail. We walk really from night till morning, and then we get ourselves in the bush. And hide after we come out again, we continue on the train rail before we get here. C'est marrant parce que moi j'avais l'impression d'être dans un monde un peu alternatif, tu sais, je vivais là au milieu de mes oliviers, dans une petite baraque un peu pourrie, avec mon mode de vie, et je prônais ma liberté beaucoup, quoi. Et quand ces personnes sont venues ici, au début j'ai dit non, j'ai fait un peu comme beaucoup de gens, j'ai pas ouvert ma porte. J'ai l'impression que ma liberté s'était un peu éteinte, quoi, avait perdu de son éclat. Et parce que je la vivais comme un égoïste, en fait, et pas en relation avec le monde qui m'entourait, quoi. Et j'ai décidé d'ouvrir ma porte, non pas pour aider des gens, très honnêtement. J'ai ouvert ma porte parce que j'avais peur de perdre ma liberté et ma petite morale, ma petite conscience. Et après, j'y ai pris goût. Après, on a créé, des gens sont restés. On a créé Emmaüs Roya. Donc, j'ai laissé mon exploitation agricole à une association que j'ai créée avec Marion.
Et on est devenu Emmaüs, et maintenant on fait quoi ? On fait ce que j'ai toujours fait, ce que les gens ont toujours fait ici en fait. C'est de l'olivier, c'est planter des tomates, c'est donner à manger à des gens tout simplement. Et là on le fait avec des gens qui sont exclus et qui sont pas marginalisés, qui n'ont pas une volonté d'être marginalisés. Mais c'est des gens qui sont marginalisés par les sociétés parce qu'ils n'ont pas les bons codes, parce qu'ils se trouvent différents. Là, on a une compagne à la maison qui se trouve à part, qui se trouve associable, qui se trouve différente du monde. Et ce que j'ai essayé de l'expliquer, je fais, mais si tu te trouves différente, si tu trouves que le monde va mal, c'est pas que t'es folle en fait. T'as juste raison. Et ta sensibilité, elle est juste. Et de vivre bien dans ce monde-là, de se sentir libre dans ce monde-là, ben il y a un côté qui est pas normal en fait, et qui on peut pas vivre heureux et on peut pas vivre libre au milieu de tout ça quoi. Moi je peux pas comprendre comment on arrive à déguster un repas en terrasse ou une bière en terrasse à côté d'un type ou d'une meuf qui est là en train de taper la manche et assise par terre et je vois pas qu'on peut profiter de cette bière-là avec quelqu'un à côté qui est en train d'en chier dans sa vie, quoi. Et qu'est-ce que ça coûte, en fait, de partager une bière avec une personne ou un café ou de partager sa vie, en fait. Et je pense que l'altruisme, il y a un cadre égoïste là-dedans. C'est qu'on le fait pour que son petit monde, hein, sa petite bulle, soit belle, quoi. Par confort personnel, je pense. Et je pense que tout ce qu'on a mené comme combat dans la vallée de la Roya, c'est par pur égoïsme. Et de se dire, nous, dans la vallée de la Roya, on aura envie d'avoir de la dignité, de prôner la dignité, de prôner un monde différent. Et ça a eu un écho. C'est pour ça qu'on a quand même pas mal gagné de batailles dans la vallée de la Roya. C'est qu'il y a eu un écho national, international sur ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, une vallée que personne ne connaissait. On a réussi à faire avancer le droit avec la fraternité à valeur constitutionnelle. On a fait changer la Constitution, quoi. C'est quand même et on a fait changer les textes de loi. Et sur une petite vallée que personne ne voulait, quoi. Même dans les Alpes-Maritimes, on est sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, ici, quand tu es ici, t'as pas l'impression d'être sur la Côte d'Azur. T'as pas l'impression d'être à côté de Cannes, de Nice, de Menton et de la promenade des Anglais et tout ça, quoi. C'est une vallée qui est à part de la Côte d'Azur. Et de faire vivre tout ça, de faire vivre juste ce moral. Alors, ça me fait bizarre moi, de parler de morale maintenant, tu vois. J'ai plus de 40 ans et moi avant la morale je lui chiais dessus, quoi. Mais vraiment, quoi. La morale je lui chiais dessus, quoi. Et je comprends un peu mieux maintenant ce que ça veut dire la morale. En fait, c'est cette justice fondamentale. Et c'est pas de savoir en fait ce qui est légal ou illégal, c'est de savoir ce qui est juste ou injuste. Et des fois, l'envie de justice, ça oblige à l'envie de bafouer des lois et de contourner des lois et de se battre en fait contre un système étatique, se battre contre un système politique et contre des directives ministérielles. Et ici, on a pris des risques. Hein. Tu vois, ici, j'ai risqué la prison, j'ai eu pas mal de gardes à vue, pas mal de perquisitions, on a été harcelés. Autour d'ici, il y avait 6 postes de gendarmerie avec 50 gendarmes mobiles qui nous surveillaient nuit et jour. Ça a été compliqué à vivre, mais on l'a vécu avec tellement d'aisance. C'est ça qui est dingue, quoi. Avec tous ces jeunes qui sont arrivés là, des jeunes entre 20 et 25 ans, et qui ont vu qu'ici, dans ce petit morceau de terre, tout était possible. Tout était possible parce qu'on se permettait, en fait, que ça soit possible. Et souvent, les gens me parlent d'utopie, me disent vous êtes un utopiste, machin, etc. Comme si on n'avait plus le droit d'incarner un idéal politique avec une utopie. Mais tu crois que le premier mec qui a dit on va aller sur la Lune, c'était pas une utopie? Le mec qui a inventé l'électricité, tu crois que c'était pas une utopie? Les vaccins, tu crois que c'était pas une utopie? Enfin, tout notre confort actuel est basé sur des utopies. Et s'il n'y a pas d'utopie dans la mouvance politique, dans la politique, moi je parle de politique de vie en fait. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin, quand tu ouvres la porte? Moi je crois que c'est ça en fait, c'est d'être en accord avec une morale, d'être en accord avec des fondamentaux en fait. Et de dire qu'est-ce que je produis? Est-ce que ça respecte mon environnement? Est-ce que ça respecte les gens? Qu'est-ce que je consomme? Qui je mets en péril quand je consomme telle ou telle chose? Quelle
qu'est-ce que je soutiens en fait avec mon argent. Et je me rappelle à un moment, c'était la mode avec le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat, vouloir absolument consommer des boîtes en plastique et consommer quoi, à tout prix quoi. Et je pense que le pouvoir d'achat existe quoi. C'est qu'on a du pouvoir avec notre achat, avec notre consommation, avec notre vie de tous les jours. Et on peut la politiser, notre vie de tous les jours. Il faut la politiser, notre vie de tous les jours. La politique. Mais souvent on me dit, Cédric Héroux, est-ce qu'un jour vous vous engagerez dans une dynamique politique ? Tout est politique. C'est que je pense que j'arrêterai d'être politisé le jour où j'aurai envie de m'engager dans une dynamique politique politicienne. Mais c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre force ici. C'est qu'en face de nous, on a eu des préfets, on a eu des ministres, on a eu des commissaires de la PAF, on a eu des commandants de gendarmerie, et tous sont partis, quoi. Tous sont partis, et les seuls qui restent dans ce combat-là, c'est nous, quoi. Et parce que nous, on n'a pas de mandat. Nous, on a indétrônable. C'est que moi, je ne peux pas perdre ma petite baraque parce qu'il n'y a personne qui en veut. Elle est insaisissable parce qu'elle ne vaut rien. Et c'est ce qui nous a permis de lutter. Et ce que je dis souvent aux compagnons d'Emmaüs dans toutes les communautés Emmaüs de France quand j'y vais, et je leur dis, on vous a appris et on vous apprend, et vous le croyez maintenant que vous n'êtes rien et que vous ne pourrez jamais rien changer. Et vous avez une force que personne n'a, c'est que vous n'avez rien. Et de rien avoir, en fait, c'est une force. C'est qu'on peut rien te prendre. Et tu vois, quand tu es précaire, parce que je suis précaire, j'ai vécu pendant longtemps avec très peu d'argent, et ça m'a permis de lutter, de prendre du temps aussi pour lutter, pas lutter pour lutter, hein, c'est pas du militantisme. Le militantisme, c'est pas un hobby, hein, c'est pas un passe-temps, c'est une vie. C'est une vie qui me fait vibrer, qui me donne envie de me lever le matin, quoi, qui me fait rire, qui me fait pleurer aussi, quoi. Parce que pour apprendre à rire, c'est apprendre à pleurer aussi, quoi, et assumer de pouvoir pleurer de temps en temps, quoi. Et je crois que la politique, pour moi, c'est ça, en fait, c'est reprendre tout ça. Souvent, on parle de démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie ? On est passé de la démocratie vivante, en fait, la démocratie citoyenne, même si j'aime pas ce terme-là, citoyen. Et à une démocratie représentative, avec des gens en fait qui ont fait de la politique un métier et qui sont censés nous représenter, mais ils se représentent qu'eux-mêmes en fait. C'est des mandataires en fait, c'est des gens qui cumulent des mandats et qui ont peur de le perdre leur mandat. Et c'est des gens qui sont précarisés par leur envie de pouvoir. C'est des gens qui ont peur de le perdre le pouvoir. Mais nous, le pouvoir qu'on a, on le perdra jamais, parce que le pouvoir qu'on a en fait, on défend je parle de ça, mais une morale, une éthique. Et ça, c'est insaisissable. Il y a un moment, j'ai pensé à la prison. C'est que je suis pas passé loin, je pense, de la prison. Et donc, je risquais 5 ans de prison avec 30 000 € d'amende. J'aurais pu avoir peur de la perte de liberté. Mais la perte de liberté, on ne la perd pas forcément avec la prison. La perte de liberté, on la perd qu'on se dit tiens, j'ai peur et j'arrête. Scène inhabituelle d'un homme qui se présente au tribunal sous les applaudissements. Nous sommes à Nice, dans le sud de la France. Cédric Héroux est agriculteur. Il est jugé pour avoir porté assistance à des migrants près de la frontière franco-italienne. Moi, je résiste pas. Moi, je me dis que je vis tout simplement, quoi. Et la résistance, moi, je la sens dans le ministère public avec la justice, hein, qui maintenant a peur de nous, hein, très concrètement. Hein. Tu vois, là, j'ai été mis en examen pendant 4 ans et là, ils ont lâché l'affaire. J'ai eu la nouvelle hier, là. Et c'est qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur d'un procès, mais nous, on a envie d'aller dans le procès. Et c'est qu'en fait, on a vraiment retourné le rapport de force. On a retourné le rapport de force parce qu'ils ont compris qu'on avait peur de rien et qu'on s'alimentait, en fait, de tout ça. Qu'un procès, on s'alimentait dessus, même les gardes à vue. Et tu sais, quand t'es en garde à vue et que tu sais que t'as du monde derrière qui suit, qui s'y à la maison, qui vont organiser la prochaine garde à vue, qui vont jouer toute la com, tu te sens moins seul et tu te sens plus fort et tu sens que ça a du sens. Et chaque fois qu'on te tape, tu grossis, tu prends de l'assurance. La résistance, en fait, c'est pas craquer. C'est quoi? Ça veut dire quoi, la résistance? Moi, je pense que c'est juste assumer des fondamentaux qu'on a au fond de soi et d'être persuadé, en fait. Je pense qu'il faut se persuader. Ouais, c'est peut-être con ce que je dis persuader, parce que j'ai eu plein de doutes aussi dans ma lutte, hein. Mais au moins de se dire est-ce que c'est juste ou pas ce qu'on fait,
est-ce que c'est censé ou pas ce qu'on fait, est-ce que ça respecte un maximum de personnes ce qu'on fait, et on a la réponse assez rapidement à ce qu'on fait, je pense, dans la vie de tous les jours, quoi. En fait, moi, ce combat là, il m'a donné beaucoup, hein. Bon, j'ai perdu plein de cheveux, ça c'est évident. Mais il m'a apporté beaucoup parce que j'ai connu des gens que je n'aurais jamais connus sans lutter, quoi. Et j'ai connu des gens avec qui on a monté une association, et c'est bénéfique pour tout le monde. C'est ça qui est assez incroyable dans ce qui s'est passé ici. C'est qu'on a eu beaucoup de personnes qui étaient en migration. Il y a eu beaucoup de personnes aussi qui étaient bénévoles, qui sont venues en tant que bénévoles, donc des jeunes, des vieux. Et tout le monde a appris ici, tout le monde s'est enrichi. Quel impact que j'ai eu, je sais pas. Puis je crois que je m'en fous en fait. Mais, en tout cas, j'ai eu un impact dans la veille de la Roya, je pense un peu, mais dans les projets qu'on a ici, je pense qu'il y a eu un impact. Ouais. Après, au niveau national, international, je pense un peu quand même. Parce que je me rappelle en 2016, quand les gens accueillaient des personnes en migration, ils tiraient les rideaux, on ne savait pas si on avait le droit d'héberger, on ne savait pas si on avait le droit de donner à manger, on ne savait pas si on avait le droit de transporter. Et je crois que la réponse, on l'a eue à cette question, est-ce qu'on a le droit d'aider des autres gens? Ça paraît assez insensé de se dire, est-ce qu'on a le droit d'être solidaire avec des gens qui vivent un peu l'atrocité, quoi. Et je crois qu'on a eu cette réponse-là. Mais est-ce qu'il y a eu une influence? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'après aussi, tu vois, l'extrême droite s'est servi de nous aussi. Tu vois, ce truc parce qu'on a rendu visible la migration aussi, quoi. C'est que quand les gens sont passés ici, les gens de Breil ou les gens de la Côte d'Azur ont vu ces centaines de personnes arriver en préfecture, ça a été médiatisé, on a vu tous ces blacks arriver, quoi. Et il y a une volonté aussi du gouvernement français pour lutter contre l'extrême droite, hein, souvent c'est ça un peu, hein. C'est que ces gens soient invisibles. Et c'est pour ça que ce contrôle aux frontières, en fait, ça bloque pas les gens. Ce contrôle aux frontières, ça rend invisible les gens. C'est parce que les gens se mettent dans la clandestinité. Se mettre dans la clandestinité, ça veut dire se cacher, et ça veut dire se rendre invisible. C'est que tu vois à la frontière franco-italienne, à Vintimille, tu vois plein de blacks. Les Français s'en foutent, t'as qu'à Vintimille, il y a plein de blacks. Et ce qu'on veut, c'est ne pas voir ces gens à Menton, à Nice, à Cannes, sur la promenade des Anglais et tout ça, quoi. Et là, d'un coup, avec notre action, on les a vus. Et c'est clair que le Front National, localement, il a fait un pont, ça c'est évident, quoi. Parce qu'on a rendu visible tous ces gens. Après, je pense pas qu'il faut se pencher sur la question de est-ce que ça a été productif, improductif, ou moi je crois qu'il faut juste faire comme on a envie de le faire, comme on sent les choses, quoi. Et on n'avait pas le choix, hein, pas d'autre choix que de rendre visible notre action. Parce que si on n'avait pas rendu visible notre action, j'aurais fini en prison, et d'autres ici dans la veille de la Roya auraient fini en prison, et on aurait perdu cette petite bataille. Et la petite bataille, on l'a gagnée, quoi. C'est qu'on a réussi à donner accès aux droits, c'est pas grand-chose, hein. Ça paraît dingue de dire ça, quoi, de dire on a donné accès à la demande d'asile dans la veille de la Roya, alors que c'est un territoire français. On a donné la possibilité à des mineurs isolés d'être pris en charge, alors que c'est marqué dans le droit français, dans le droit international. Et tu vois, on a défendu la Convention de Genève. La Convention de Genève, c'est quand même assez dingue entre 2016 et 2020, on a défendu la Convention de Genève, quoi. Quelque chose qu'on a créé en 1951 en se disant plus jamais ça. À l'époque, dans les années 40, il y avait même ces mêmes sommets internationaux qui disaient qui va prendre ces réfugiés. Qui va les prendre, personne n'en voulait, quoi. Et le temps qu'ils réfléchissent, qu'ils discutent là entre politiques, les gens sont fait gazer, quoi. Et sont fait enfermer, et on s'est dit plus jamais ça. Maintenant, il sera plus possible, en 51, c'est ce qu'on a dit. On a dit il sera plus possible de fermer une frontière à des personnes qui vivent l'exil parce qu'il y a une persécution, et on a ouvert en fait l'asile. Grâce à la Convention de Genève. Et la Convention de Genève a été remise en doute là maintenant. Et c'est quand même cracher sur son histoire de revenir sur la Convention de Genève. Et ça a été le cas. Quoi. Et c'est pour ça que rien n'est gagné, quoi. Comme impact, la Covid, ça a eu la fermeture des préfectures, non-accès aux droits, ça c'est évident, quoi. Mais pas que pour les personnes en migration, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et j'ai l'impression que même par la suite, avec ces vaccins, etc., une fois que l'Europe sera vaccinée, l'Afrique ne sera pas vaccinée. Et ça va créer une frontière bien plus terrible que maintenant. C'est
c'est qu'on pourra empêcher les gens d'arriver ici sous prétexte sanitaire. Mais dans les médias, on n'entend pas beaucoup parler de dérèglement climatique, enfin on n'en a pas peur. On en parle un peu comme ça, mais on ne prend pas conscience de la réalité. Je vois dans la vallée de la Roya, quand il y a eu cette tempête Alex, qui est due à un dérèglement climatique, c'est qu'à France Inter, on a dit, bon, il y a eu une petite vague comme ça qui a cassé des maisons, nanana. Il y avait des images, c'était génial pour les télés, etc. C'est vendeur, mais on n'a pas pris conscience de tout ça. D'ici 2050, la Banque mondiale et l'ONU estiment qu'entre 143 et 250 millions de personnes pourraient être des réfugiés climatiques. Ces réfugiés d'un genre nouveau n'ont aucun statut pour les protéger. Le drame, c'est que ces populations qui sont obligées à se déplacer n'ont pas un régime de protection légale comme les réfugiés. Avec un risque majeur, le manque de ressources attise les conflits. Le changement climatique est une menace sérieuse à la sécurité mondiale et ne vous y trompez pas, il aura un impact sur la façon dont l'armée défend notre pays. Je vois quand il y a un acte terroriste, on prend conscience de la dynamique politique internationale et on prend conscience de tout ça. On prend mal conscience peut-être, mais en tout cas on prend conscience. Avec le réchauffement climatique, on ne prend pas conscience parce qu'on croit en fait. On croit en l'avenir, on croit en notre système économique, on croit et on se dit de toute façon il n'y a pas d'autre alternative non plus que notre consommation, etc. Et le réchauffement climatique, le Covid est lié aussi à tout ça Pourquoi le Covid ? Parce que déforestation, parce que réchauffement, et on n'y prend pas conscience. Et quand on parle d'écologie, ça devient un peu insensé parce que ça remet en question notre système néolibéral, ça met en question notre façon de consommer, ça remet en question notre confort matériel. Et on ne prend pas du tout conscience de ce qui va nous arriver sur la gueule. C'est que le climat va faire des attentats terroristes de partout. Et il y a cette problématique aussi médiatique, c'est que la politique et les médias sont gérés à Paris en fait. Et les Parisiens décident, j'ai rien contre les Parisiens du tout, c'est pas la question. Mais la France est très centrée dans une réflexion parisienne. Et on parlera de réchauffement climatique, on se posera des questions politiques sur le réchauffement climatique une fois que Paris sera inondé. Mais avant on se posera jamais de questions. Parce que la vallée de la Roya, c'est quoi ? C'est des villages de Gaulois, personne n'a rien à foutre de la vallée de la Roya quand on se prend une balle dans la gueule. La Tine et la Vésubie, c'est pareil, on s'en fout La loi, c'est le vivre ensemble. Et qu'il faut des règles aussi pour le vivre ensemble. Tu vois, moi j'aimerais pouvoir prôner l'anarchie J'aimerais pouvoir le faire, mais je pense que les gens ne sont pas assez éduqués pour la vivre, en fait, intelligemment. Et donc il faut des règles pour le vivre ensemble. Nous ici, on a des règles aussi. Si quelqu'un ne respecte pas les règles, il part. Les règles sont basiques. C'est comment on fait pour vivre ensemble, le respect, lutter contre le sexisme, lutter contre la discrimination raciale, lutter contre... Voilà, enfin, tu as du bon sens, tu vois. Et souvent, quand on dicte les lois sur la communauté Emmaüs Roya, les gens disent oui, bien sûr, c'est censé, bien évidemment, on ne va pas insulter les gens, bien évidemment, on ne va pas avoir des actes sexistes ou racistes, bien évidemment, Et souvent, la justice, beaucoup de gens ne croient plus en la justice, mais il faut continuer à y croire, parce que si on n'y croit plus, elle ne croira plus en nous. Et c'est qu'il faut y aller. Et souvent, j'entends les associations militantes de dire « oui, il est en procès, c'est un scandale, etc. » Mais c'est une chance d'être en procès, surtout qu'on défend des causes et qui sont justes. Et parce que je pense que c'est la clé de voûte de la démocratie, la justice. Et si on ne lui fait pas confiance, si on s'oppose trop à elle et qu'on n'est pas dans une dynamique de construction avec elle, on risque de perdre notre démocratie. Je pense que c'est le pilier de la démocratie. Et il faut aller vers ça. Elle n'est pas parfaite, ça c'est évident, mais personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait, la justice n'est pas parfaite. Personne n'est parfait, c'est évident, Aucune institution n'est parfaite. Mais en tout cas, on a l'obligation d'y croire et de pouvoir l'amender au maximum et qu'elle soit en corrélation avec notre civilisation et notre société. Donc le droit évolue.
bien heureusement, quoi. C'est que le droit des femmes a évolué, pas assez. Le mariage pour les homosexuels aussi, en fait. Il y a un moment, il y a des gens qui sont en minorité et qui peuvent, grâce au droit, grâce à la justice, pour pouvoir vivre plus librement. Après, elle n'est pas parfaite non plus, c'est que demain, peut-être, je serai dans l'illégalité, c'est possible. Mais après, ce que j'ai fait, ce que j'ai expliqué aux tribunaux, c'est que je ne l'ai pas fait parce que c'était légal. Je l'ai fait parce qu'il me semblait que c'était juste. Après, si demain c'est illégal ce que je fais, je continuerai à le faire. Et j'ai pas peur en fait de leurs sanctions. J'ai pas peur ni même de la prison, parce que je pense que ma liberté ne s'arrête pas au barreau des prisons non plus, quoi. Tu vois, mon bouquin, par exemple, il s'appelle, je vais pas faire de la promo là-dessus, hein, c'est pas la question, mais il s'appelle Change ton monde. Pourquoi en fait ? C'est juste ce que me disait ma mère quand j'étais en colère en étant ado et que je trouvais le monde pourri, dégueulasse, etc. machin, et je voulais taper la révolution et tout cramer et tout péter, quoi. Et ma mère me disait, avant de vouloir changer le monde, change ton monde et regarde un peu ce que tu fais dans ta petite vie. Et là, tu te retrouves comme un con parce que tu réfléchis à ta petite vie, tu y vois plein de contradictions. Et on a tous des contradictions, je dis pas ça, mais en tout cas, on a à avoir conscience et essayer de les changer au maximum. Et moi, j'ai la chance et le luxe de pouvoir agir sans violence. Parce que j'ai des possibilités qui s'ouvrent, qui font que je peux me battre autrement que par la violence. Et je fais pas de manif parce que j'ai peur qu'elle me happe, et je pense que je ferai partie des Black Blocs dans les manifs, c'est pour ça que j'y vais pas, quoi. Et je préfère être là et faire ma petite vie comme je l'entends. Et parce que j'ai peur je suis pas loin d'elle. Et ado, j'étais très proche d'elle même. J'étais assez proche d'elle. Et je pense que c'est vraiment un luxe de pouvoir lutter sans violence. Et s'il faut le faire demain, si j'ai pas d'autre choix, je choisirai la violence. C'est pas une fin en soi. Déjà, la violence, c'est pas une fin en soi, je pense, pour tout le monde, pour toutes les personnes qui en usent. Mais c'est au moment où il y a plus d'autres possibilités. Et c'est pour ça que je juge absolument pas les gens qui utilisent la violence. Et je les incrimine pas et je peux comprendre. Je peux comprendre très largement que des gens en aient ras-le-bol. C'est que moi j'ai le confort de cette petite vie que j'ai construite depuis une vingtaine d'années, une vie alternative où j'ai réussi pendant un moment à me faire oublier. Bon, après le monde m'a un peu poursuivi là-dessus, quoi, mais au départ, voilà, je vivais ici seul pendant 15 ans et un peu loin de tout ce monde-là, parce que j'avais peur de me faire happer par lui et de finir violent comme beaucoup de gens finissent dans la violence, quoi. Et sur la révolution, souvent on parle de révolution, de révolte, etc. Et je sais pas, je crois que la révolte, elle peut être utile à la révolution. Révolution, c'est changer les choses, en fait. La révolution, c'est ça, en fait. C'est pardonner les gens qui nous ont opprimés. La révolte, c'est la violence face aux gens qui nous oppriment, et la révolution, c'est une fois qu'il y a le pardon, en fait. Et c'est important, et je crois que là, tu changes d'air, en fait. Quand tu pardonnes les gens qui t'ont opprimé, qui t'ont offensé, c'est ça, là, je pense, la révolution. Mais quand tu peux pardonner, c'est que tu as gagné, en fait. C'est que tu es dans une posture où t'es gagnant, en fait. Ouais. Je sais pas si on y est prêt, mais je crois qu'on y est loin à pouvoir pardonner. Mais en tout cas, j'espère qu'on puisse le faire un jour, en tout cas que je puisse le voir. Moi. Beaucoup imaginent déjà ce duel au second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron pour une revanche du dernier scrutin de 2017. Alors, attends, ce gros truc, le duel Front National, enfin pas Front National, le Rassemblement National, Le Pen, Macron. Mais qu'est-ce qu'on en sait, en fait ? Ce qui est fou, c'est qu'il y a cette machine qui nous dit un an avant, qui nous dit forcément il y aura Macron, et si on y réfléchit bien, pourquoi Macron sera encore là, quoi. Enfin, la gestion qu'il a eue pendant toutes ces années, est-ce que les gens ont confiance en tout ça ? Je suis pas bien sûr. Et c'est qu'on rentre dans ce cadre-là, en fait, de dire médiatiquement, forcément, il y aura Macron et Le Pen au second tour, mais en fait, on n'en sait rien du tout, quoi. Et à force de l'entendre, on finit par y croire, et ça finira par être réel, je pense aussi, parce qu'on nous bourre le crâne avec ça, quoi. Le Rassemblement National, c'est le parti le plus médiatisé de tous les partis en France. C'est le parti qui a le plus on parle plus de lui, en fait. C'est le parti qui a beaucoup plus d'audimat que tous les autres partis.
Et forcément, il va être là, il va être présent, ça c'est évident, quoi. Et on va se le taper un jour, hein, c'est évident. Il faut que grimper. Si c'est pas la fois prochaine, ce sera une autre fois, c'est évident. C'est une évidence, quoi. Mais on essaiera de continuer à faire ce qu'on fait, quoi. Si jamais ça passe, mais je préfère que ça passe maintenant plutôt que trop tard. J'ai pas envie de me taper quand j'ai 70 ans, quoi. Tu vois. Enfin, je préfère me taper là maintenant quand j'ai 40 ans, que je suis encore un peu de patate que dans 30 ans, quoi. Donc si jamais ils passent au pouvoir, on verra bien. Mais je sais pas comment ça va se passer au niveau des institutions. C'est que toutes ces personnes tous ces fonctionnaires, tous ces gens, en fait, comment ils vont prendre la chose, comment ils vont vivre leur travail en sachant que c'est l'extrême droite qui est au pouvoir, leur patron, quoi. Comment ça va se passer? Et je pense qu'il va y avoir des réactions, mais assez fortes. Ouais. La gauche, est-ce que ça existe encore, la gauche? Je suis pas sûr. On a des représentants de la gauche qui sont c'est des gens déconnectés, je pense, du peuple, quoi. C'est un peu des nantis, c'est un peu des gens décalés de ce que peuvent vivre les gens, de ce que je peux vivre, de ce que vivent les gens dans la Roya ou dans les banlieues. Non, j'y crois pas, quoi. C'est qu'on est dans une démocratie représentative, mais représentative d'un populisme. Et c'est la gauche devrait se faire remonter de ce qui est vécu en termes de politique citoyenne. Et une démocratie représentative de quoi, en fait? Et la démocratie représentative, elle doit être représentative des actions politiques du peuple, donc des associations. Et une gauche qui est complètement désolidarisée des actions citoyennes, des actions associatives, c'est pas une gauche. Parce que pour moi, la gauche, déjà, c'est internationaliste. Et on ne peut pas défendre l'humain, parce que je pense que la gauche, c'est la défense de la condition humaine, et d'où qu'elle vienne, en fait. C'est qu'est-ce qu'on importe, dans quelles conditions on l'importe, qui on fait travailler, et comment on respecte ou pas l'individu. Et je crois que la gauche est complètement décalée de ce que vivent les gens. Tu vois, la gauche, quand elle parle des fermetures de frontières, elle est complètement décalée de ce qui se passe dans la vallée de la Roya, dans le Briançonnais, à Calais, à la frontière franco-espagnole. Elle est complètement décalée. C'est qu'elle sait plus ce que ça veut dire. C'est que le problème, c'est que la politique, maintenant, c'est devenu un métier, c'est devenu un commerce, c'est devenu un business, c'est devenu un business électoraliste. Et de vouloir défendre des idées, j'en parlais tout à l'heure, en fait, de pas vouloir gagner à tout prix. Et je pense que quand on défend des idées, c'est pas vouloir forcément gagner, en fait, c'est de vivre ces idées. Et il y a une grosse différence à ça, quoi. C'est que c'est des gens qui veulent gagner et qui sont prêts à faire des compromis sur des idées pour être élus. Et à partir de ça, c'est pas possible. Et puis de faire de la politique dans un monde néolibéral, en tant que personnalité de gauche, c'est pas possible. Je ne vois pas comment on peut, avec les conditions actuelles, qu'elles soient médiatiques, avec la couverture médiatique, et je peux pas, j'arrive pas à comprendre comment on puisse défendre des valeurs de gauche dans un système tel qu'il est. Et si on se bat dans ce système néolibéral et qu'on conserve ce système néolibéral, je vois pas comment on peut défendre des bonnes idées, quoi. Et forcément, le vainqueur d'élection, ce sera des personnes qui auront les codes médiatiques pour être élu, quoi. Il faut pas vouloir gagner à tout prix, quoi. Il faut juste défendre des idées à tout prix, ça oui, mais de vouloir être au pouvoir à tout prix et faire des concessions là-dessus pour être au pouvoir, je vois pas comment ça peut être possible. Et à force de faire des concessions, on perd la notion de base de ce que c'est que des valeurs de gauche. Alors les frontières, c'est une grande question, et je crois que je suis pas assez intelligent pour avoir des réponses à tout ça. Et moi, j'aurais besoin de m'entourer de gens pour affiner un peu ma réflexion là-dessus. C'est que j'ai pas d'avis sur les frontières externes à l'Europe, honnêtement. Et après, j'ai un avis, ça c'est clair, sur les frontières internes à l'Europe, dans l'espace Schengen. Je trouve ça assez absurde de mettre une frontière juste là en bas. Là. Je trouve ça complètement débile, quoi. Et j'aurais besoin de m'entourer de gens qui sont plus connaisseurs dans ce que c'est que l'immigration. Parce que moi, l'immigration, je l'ai vécu, mais dans un territoire français, là, dans la vallée de la Roya. Et de comment on accueille des gens, etc. Mais j'ai pas de vision mondiale, en fait, de ce que peut être l'immigration. Et j'aurais besoin de m'entourer de gens qui, pas forcément plus intelligents, mais en fait, qui sont plus pointus sur ce sujet-là.
Et ce qui est assez fou, c'est que on a des partis politiques, par exemple la loi Immigration de 2018, c'est qu'on n'a jamais posé les questions aux sachants et à des gens qui ont étudié tout ça, en fait, et on leur pose pas la question. Et on pose la question à une masse de gens, en fait, qui ont un avis, mais qui ont un avis qui est construit sur quoi ? Sur une dynamique médiatique, sur de la presse, et on a du mal à construire, en fait, un idéal politique, une réflexion politique en consultant, savoir ce qui se passe par exemple en Libye, savoir ce qui se passe en Tunisie, savoir ce qui se passe au Maroc, savoir ce qui se passe en Espagne, savoir ce qui se passe sur le terrain, et essayer de comprendre comment voilà cette dynamique de l'immigration. Souvent j'entends dire que toute l'Afrique veut venir ici, ou est-ce que c'est vrai ou pas ? En fait, on n'en sait rien, quoi. Est-ce que nous, Français, on a tous envie d'aller travailler en Suisse alors qu'on gagne plus, quoi? Est-ce qu'on va tous en Suisse? Non, on n'y va pas, quoi. Parce que moi, j'ai envie d'aller faire mon travail d'agriculteur ailleurs pour gagner plus, non, j'ai pas envie, parce qu'ici, je suis bien, quoi, en fait. Et régler la problématique de l'immigration, c'est régler une dynamique politique internationale, de savoir à qui on vend des armes. Par exemple, là, je vois avec le Qatar, des gens à qui on vend des armes, là on s'en plaint maintenant, mais je vois des footballeurs français financés par le Qatar, quoi, tu vois, et à un moment, l'immigration on la veut, mais que non, en fait on veut les riches, en fait, de l'immigration, et souvent je parle de racisme d'État, et j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Je pense pas, au bout du compte, je pense qu'il y a un racisme systémique, ça c'est évident, mais un racisme qui est basé, en fait, sur des immigrés, en fait, qui sont pauvres. En fait, il y a une lutte contre la pauvreté, pas contre la pauvreté, mais contre les pauvres plutôt, quoi. Et c'est que l'immigration, en fait, incarne la pauvreté. Et en France et en Europe, on a nos portes ouvertes à tous les étrangers, mais qui sont riches. Je crois qu'on les accueille, quoi. Enfin, les gens qui ont de l'argent, on les accueille. Comment on gère une politique, une gestion politique à l'échelle individuelle. Donc moi, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je vais consommer, qu'est-ce que je vais produire, qui c'est que je vais faire travailler, où va mon argent, etc. Et la nation devrait avoir aussi cet avis-là. C'est comment on gère le commerce international, comment on gère la PAC, la politique agricole commune, pour pas qu'il y ait une scission entre les pays, et comment on fait pour pas écraser l'autre. C'est pour ça que la dynamique politique, moi, j'ai envie de l'incarner dans ma vie de tous les jours, moi, en tant qu'individu, avec ma singularité, mais un État, un gouvernement devrait aussi avoir cette dynamique-là, et se dire à qui je vends mes armes, à qui déjà vendre des armes, ça paraît assez fou, quoi, mais comment je travaille avec les pays étrangers pour pas que ça crée de la pauvreté dans les pays étrangers, quoi. Et pour pas donner envie aux gens de partir, pour pas obliger les gens de partir. Et à un moment, c'est que l'immigration, c'est pas un problème franco-français, en fait, c'est un problème qui est international. Et je pense que c'est un problème. Souvent, j'entends dire des militants dire oui, mais la migration c'est une chance, etc. Mais l'immigration c'est un drame. C'est les gens qui partent de chez eux. Qui a envie de quitter sa famille, qui a envie de quitter ses amis, sa maison, personne n'a envie de partir de chez soi. Quand t'es bien chez toi, t'as pas envie de partir de chez toi. Et les gens qui partent de chez eux, c'est qu'il y a une nécessité de partir, une obligation de partir. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut lutter, quoi. C'est que l'immigration, c'est absolument pas une chance du tout, en fait. C'est pas une chance du tout. On peut en avoir des aspects bénéfiques de l'immigration, parce qu'il y a des gens super intéressants de partout sur Terre, quoi. Ça, c'est évident, quoi. Et là, j'ai l'impression que la dynamique politique, elle met tout en œuvre pour que ça se passe mal. On entend là le gouvernement actuel parler d'intégration, etc., pour pas qu'il y ait de désordre public, de troubles à l'ordre public dus à l'immigration, mais on met tout en œuvre pour que les personnes ne puissent pas s'intégrer et qu'elles soient sujettes à un trouble à l'ordre public. C'est comment veux-tu que les gens puissent s'intégrer quand ils dorment en tente, quand tu demandes à une police de lacérer les tentes, d'interdire de donner à manger à certaines personnes, il n'y a pas de possibilité d'intégration, donc forcément on va droit au mur. Et je pense que les gens qui sont contre l'immigration, ils ne sont pas forcément contre l'immigration, ils sont contre des effets négatifs de la migration, mais des effets négatifs dus à une mauvaise gestion de l'immigration.
Et que j'entends dire les gens, oui, mais l'immigration est égale à la délinquance. Est-ce qu'il y a une nationalité à la délinquance, à la violence? Je pense pas. Et la délinquance et la violence, elle naît d'un cadre social, d'un statut social. C'est la petite délinquance, parce qu'il y a la grosse délinquance qui œuvre bien, quoi. Mais c'est comment... qui a envie de dealer du shit ou d'aller braquer une supérette? Personne n'a envie de le faire, quoi. C'est qu'à un moment, il y a une nécessité de le faire parce qu'il y a de la précarité. Et lutter contre la précarité, c'est pas qu'une question... mon discours, il est pas forcément pro-migrant, en fait. C'est lutter contre la précarité. On lutte contre la précarité en ordre général. Et on lutte contre la précarité des personnes qu'on précarise qui sont d'origine étrangère, contre des Français qui sont précarisés, il y en a beaucoup. Et on fait pour l'un et on fait pour les autres aussi, quoi. C'est qu'on ne peut pas lutter contre la précarité que des pauvres SDF français. C'est pas possible. Ça ne marche pas, en fait. C'est que si tu veux lutter contre la précarité, tu luttes contre la précarité en général. Et là, on précarise des gens consciemment. C'est qu'il y a une envie d'échec de la migration. C'est que le gouvernement français a envie que ça soit un échec. La suite, pour moi, qu'est-ce que c'est la suite? Je sais pas, j'ai pas trop envie de savoir, quoi. Je pense de se mettre des objectifs un peu trop lointains. Ça peut mettre en péril des rencontres, des nouvelles idées. Je crois qu'il faut se laisser un peu emporter par le flux de la vie, par le flot de la vie, sans vouloir absolument arriver à un but précis, quoi. Moi, j'ai des petites idées là à court terme, quoi, mais à long terme, j'en sais rien du tout de ce que ça va devenir. Profiter du jour présent, c'est ça aussi, quoi. Le carpe diem, c'est ça, quoi. C'est à essayer d'être assez heureux en profitant du jour présent, sans trop se prendre la tête à l'avenir, et de pouvoir être assez heureux pour pouvoir être assez intelligent, parce que je crois que l'intelligence ne peut pas se vivre s'il y a trop de rancœur, s'il y a trop de haine, et se vit forcément avec de l'amour de sa propre vie, en fait. Et tu peux pas t'ouvrir à une intelligence. Moi, je parle souvent d'intelligence intuitive, ce truc qui te fait décider là comme ça, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et on a géré pas mal d'actions ici avec cette intuition, quoi. Et souvent, mes avocats sont assez surpris des décisions que je peux prendre, même les associatifs ici. Et je crois que c'est ce côté de la liberté, elle peut naître par une intelligence que tu arrives à créer par un bien-être. Et je crois qu'il faut aller là-dedans, en fait, pas se poser trop de questions, pas avoir un but final, voire gagner à tout prix une bataille ou quoi que ce soit. C'est vivre en corrélation avec sa vie de tous les jours, et essayer de se forcer à être un peu heureux, même si c'est difficile, hein, c'est évident, quoi. On a des coups de mou, ça c'est évident. Mais essayer de voir, pas forcément à long terme, de voir à court terme ce qu'on peut faire pour être heureux demain, quoi. Qu'est-ce qui me donne espoir? Les plantes qui poussent et la bière.